Chahut Média. Quand les révolutionnaires russes en exil apprennent la chute du tsarisme, c'est une nouvelle absolument énorme pour eux. Mais Éric Onoble. Pour bien comprendre la surprise, il faut savoir que, par exemple, un dénommé Nicolas Soukhanov, dont les souvenirs viennent d'être traduits en français, qui lui était un révolutionnaire russe resté en Russie, 3 jours avant l'effondrement du tsarisme, il entend des collègues de bureau dire « Ah, c'est peut-être le début de la révolution », et il note pour lui-même « C'est n'importe quoi, ça peut pas être le début de la révolution ». Donc, si des gens sur place, politisés, ne croyaient pas qu'il y aurait une révolution, on peut imaginer ce que pensaient des gens qui étaient loin de ça. Février 1917, chute du tsarisme. Corinne Amacher. La première chose que les révolutionnaires veulent, c'est rentrer. Ils ont hâte d'être sur le terrain, de participer à l'action. Alors, le départ de ces révolutionnaires russes ne se fait pas depuis Genève. Lénine, d'ailleurs, à ce moment-là, il se trouve à Zurich. À Berne, les représentants de tous les partis révolutionnaires, non pas seulement marxistes, vont se retrouver pour discuter de la meilleure façon, comment on va pouvoir rentrer au pays. Des révolutionnaires en exil, issus de l'Empire russe, qui cherchent à tout prix à rallier la Russie où le tsar Nicolas II a été renversé. De cet épisode, l'histoire a conservé l'image de Lénine et une trentaine de ses camarades faisant leur entrée, le 3 avril 1917, en gare de Pétrograd. Ils venaient de traverser l'Allemagne à bord d'un train affrété depuis la Suisse, donc où la révolution russe a été pensée, théorisée, rêvée, espérée, parfois désespérée, depuis au moins le milieu du 19e siècle. En effet, durant environ 70 ans, des années 1850 à 1917, la Suisse a accueilli de Genève à Zurich, du Jura à la Riviera vaudoise, une immense diaspora issue de l'Empire russe. Parmi ces exilés, des révolutionnaires de tous bords, grands parleurs pacifistes ou bien têtes brûlées, rompus à l'action directe. Parmi eux aussi, des femmes venues étudier dans les universités suisses avant, pour certaines d'entre elles, d'embrasser les idées révolutionnaires parmi les plus radicales. Dans cette série documentaire podcast, on va suivre la trace de certains de ces personnages. Des figures fulgurantes, inspirantes, romanesques ou tragiques, pour la plupart oubliées par la grande histoire, mais qui à leur mesure ont contribué à écrire des pages parfois décisives de l'action révolutionnaire russe en Suisse. À travers ces figures, héros ou losers, étudiantes ou vagabonds de la Révolution, on va observer comment plusieurs générations d'intellectuels, d'écorchés vifs ou de poseurs de bombes ont contribué à précipiter la chute du tsarisme depuis Genève ou Zurich. Vous écoutez Que tombe le tsar, une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amacher. Premier épisode, le catéchisme du révolutionnaire. Pour point de départ de notre histoire, les années 1860. Pour cadre, Genève. Aujourd'hui, dans toute la ville ont été placardées des affiches annonçant l'escalade, la fête nationale des Genevois. Le duc de Savoie voulait prendre Genève. Ces barons, profitant du sommeil des Genevois, enjambaient déjà l'enceinte quand les habitants se réveillèrent et les précipitèrent en bas du mur. Ils les empêchèrent ainsi de prendre la ville. C'est leur plus grande et leur seule tradition nationale dont ils sont outrageusement fiers. On a même érigé un monument à une bonne femme qui, de sa fenêtre, avait expédié des ordures sur la tête d'un baron. On appelle ce monument « Magnifique fontaine ». On l'a représenté avec un pot sur la tête. Quel est l'extrait qu'on vient d'écouter, Corinne ? Alors en fait, on vient d'écouter un extrait du journal intime de la deuxième femme de Dostoïevski, Anna Dostoïevskaya, ou bien Anna Snitkina. Alors c'est une femme assez incroyable. Bon, elle est née à Saint-Pétersbourg, elle a grandi en fait en lisant des récits de Dostoïevski. Corinne Amacher, professeure ordinaire d'histoire russe et soviétique, Université de Genève.
Alors, comment elle connaît l'écrivain ? Parce qu'elle est sténographe de formation. Et donc, elle va être engagée par Dostoïevski pour la rédaction du roman Le Joueur. Donc, Dostoïevski, il est déjà célèbre à ce moment-là, mais bon, il a des gros problèmes financiers avec ses éditeurs. Et puis, 4 mois après, en février 1867, il se marie. Il faut s'imaginer, il a 21 ans, lui il en a 45, donc 2 mois après il quitte la Russie pour un grand voyage en Europe où ils vont rester jusqu'en 1871. Ils resteront d'ailleurs presque une année à Genève, ils arrivent en août 1867, ils en repartent en mai 1868. C'est un séjour extrêmement pénible parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont vraiment pas l'argent et leur principale préoccupation, c'est de trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Alors c'est paradoxal parce que c'est dans cette ville que Dostoïevski va détester, qu'il va écrire la majeure partie d'un de ses grands romans, L'Idiot, qui va lui permettre de rentrer en Russie et d'affronter ses créanciers. Et donc une grande partie du séjour genevois des époux Dostoïevski est racontée en détail par sa femme, Anna Snitkina, pendant que son mari écrit des articles et son livre. Elle fait des grandes promenades à Genève, elle raconte en détail tout ce qu'elle voit, c'est absolument passionnant, elle raconte tout ce qu'elle ressent. Dostoïevski, il déteste la ville. Pourquoi ? Parce que d'abord, il souffre d'épilepsie, déjà avant. Mais en fait, quand il arrive à Genève, ces crises reviennent. Elles sont extrêmement violentes. Elles sont beaucoup plus longues qu'à Saint-Pétersbourg. Et donc, il va attribuer la violence et la fréquence de ces crises au climat de Genève. Il déteste la bise. Il dit, c'est à cause de la bise que j'ai mes crises d'épilepsie tellement fortes. Il trouve que Genève est une ville absolument répugnante. Il trouve que les chambres sont glacées, elles sont mal chauffées. Alors, la femme de Dostoïevski, elle est enceinte. Leur fille, Sonia, naît en mars 1868. Elle est d'ailleurs baptisée en mai à l'église orthodoxe russe, qui a été construite il y a peu. Et elle meurt quelques jours plus tard d'une fusion de poitrine. Et donc, les Dostoïevski attribuent la cause de la mort de leur petite Sonia, en fait, au climat de Genève. Elle est d'ailleurs enterrée au cimetière des Rois, à Plainpalais. Et Anna Snitkina dit dans son journal que si un jour elle devait mourir à Genève, elle voudrait être enterrée dans ce cimetière parce qu'elle le trouve d'un calme et d'une grande beauté. Ils sont à Genève depuis 15 jours et donc le congrès de la paix et de la liberté s'ouvre, place Neuve. La femme de Dostoïevski va décrire cela dans son journal. Dostoïevski en parle à ses amis, il écrit des lettres et puis il est évidemment très choqué par les propos qui s'y tiennent, par les socialistes qui prétendent, comme il dit, en finir avec la foi chrétienne et il regrette énormément de s'être déplacé pour écouter finalement ce qu'il considère être des inepties. Et dans une lettre, Dostoïevski, il dit à un ami « J'ai horreur de rencontrer nos petits malins ». Évidemment, il parle des émigrés politiques russes, et puis il les traite même à un moment donné de ordures gonflées d'orgueil, ce qui en dit long sur sa perception, en fait, des socialistes. En arrivant à Genève, je suis tombé en plein congrès de la paix. Dans une salle pouvant contenir 3 ou 4 000 personnes, discouraient du haut d'une tribune différents personnages qui décidaient du sort de l'humanité. Le problème était d'ordre philosophique, mais le but du congrès était pratique. Le voici. Comment s'y prendre pour que la guerre disparaisse du monde et pour que règne la paix ? C'est pour la première fois de ma vie que j'entendais et voyais des révolutionnaires, non pas dans des livres, mais en personne, et à l'œuvre. Aussi m'y intéressais-je vivement. Dès le premier mot, il fut décidé que pour faire régner la paix, il était nécessaire de détruire, par le fer et par le feu, le pape et toute la religion chrétienne. Ensuite, les grands États ayant démontré jusqu'ici qu'ils ne pouvaient exister sans avoir de grandes armées ni sans faire de guerre. Il convient de les détruire et de les remplacer par de petites républiques. Ensuite, il faut détruire par le fer et par le feu le capital, ainsi que toutes les personnes qui ne partageaient pas en tout point cette manière de voir. Il s'est trouvé des auditeurs qui, après avoir écouté toutes ces misères, ont voulu protester. On les en a empêchés. Puis on procéda au vote. Les voix révolutionnaires ne formaient qu'une minorité insensée.
Alors le comité vola les voix avec cynisme, sans s'en cacher, et déclara que les voix révolutionnaires étaient en majorité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi de pareils congrès sont interdits en France. Que les pauvres, excités et chauffés à blanc par ces prédicateurs, se rendent enfin compte de quoi sont capables ces propagandistes, s'ils peuvent dire ou faire quelque chose de sérieux ou d'utile. Car ce congrès a montré clairement ce que valent tous ces vieux exilés et socialistes, et surtout a bien fait sentir de quelle force ils disposent, et que personne ne les suivrait à part des fous de leur espèce. Extrait d'une lettre de Dostoïevski à Stepan Yanovski, 28 septembre 1867, correspondance, tome 2, édition Bartilla, 2000. Pourquoi est-ce que les révolutionnaires russes, issus de l'Empire russe, choisissent Genève et la Suisse en général, autour de la période dont on parle, 1860 ? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce qu'il est facile d'y entrer, facile d'y recevoir une autorisation de séjour provisoire dans le canton où on arrive. Ça changera en fait seulement après la Première Guerre mondiale, quand tout sera unifié au niveau fédéral. L'historienne Corinne Amacher. En Suisse, il y a une tradition du droit d'asile qui ne se discute pas. La Suisse est un pays neutre depuis le Congrès de Vienne. La Suisse se considère aussi comme le pays de la liberté, donc ça veut dire qu'on se doit de protéger les personnes qui la défendent. Et ça, au milieu du 19e siècle, c'est quelque chose qui est quand même assez fort, surtout après les révolutions européennes de 1848, où on a accueilli beaucoup de réfugiés politiques. Et donc, cela semble assez normal de soutenir les mouvements nationaux et libéraux dans les pays voisins. Alors juste, dernière chose très importante, on expulse parfois des réfugiés, mais on reste quand même assez ferme sur ce principe-là. Et en ce qui concerne l'Empire russe, on a des bonnes relations depuis le Congrès de Vienne, mais on n'aime pas trop le système autocratique. Et il y a un exemple qui le montre très bien. La plus grande vague, en fait, importante de réfugiés en Suisse au début des années 1860, ça a été la vague des Polonais qui fuient les répressions russes après leur insurrection de 1863-1864. Et donc, les révolutionnaires russes savent très bien qu'en Suisse, ils vont être peut-être plus tranquilles qu'ailleurs. Et puis, le dernier point, c'est quand même la langue. C'est la langue française, c'est une langue qu'on apprend. C'est la langue de l'aristocratie, mais c'est aussi une langue qu'on apprend dans les écoles secondaires en Russie. On a la peine à s'imaginer, mais effectivement, au milieu du 19e siècle, il y a cette autonomie pour accueillir justement des réfugiés. Alors, les premiers qu'on accueille, en nombre, c'est la Révolution de 1848. Nicolas Chetty, conservateur responsable de l'unité collection spéciale Bibliothèque de Genève. C'est les Allemands surtout qui quittent l'Allemagne parce qu'il y a la Révolution de 1848 qui échoue. Et ils arrivent dans la seule lieu d'Europe où la révolution a réussi, c'est la Suisse. La Suisse fait une révolution démocratique qui aboutit à la nouvelle... On va fêter l'anniversaire de la Constitution suisse, la Constitution genevoise et dans tous les cantons. Et donc vous avez cette capacité d'accueil parce qu'on accepte justement les gens d'opinions différentes et on n'a pas ce contrôle qu'ont les monarchies parce qu'autour vous n'avez pas de démocratie. En France, vous avez encore, alors il y a Louis-Philippe, mais c'est encore une monarchie. Ensuite, ça va passer au Second Empire, avec des contrôles extrêmement importants. Et là, vous avez, d'ailleurs, durant le Second Empire, vous avez la Commune de Paris, donc à la fin du Second Empire, et ces gens vont fuir à Genève. Donc, de nouveau, il y aura un lien très fort et ces communautés vont venir s'installer à Genève. Bon, elles vont repartir dès qu'il y aura l'armistice. Elles pourront retourner, mais ils en sont restés. Alors, évidemment, ils apportent avec eux des idées. Ils sont intégrés dans les différents cercles genevois et donc il y a un enrichissement mutuel. Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a peut-être la perception que quelque chose commence dans le contact avec ces Russes qu'on découvre avec l'arrivée des révolutionnaires. Danielle Tosatorigo, historienne, professeure honoraire à l'Université de Lausanne. Mais en fait, on se connaît depuis pas mal de temps. C'est au XVIIIe siècle que Suisses et Russes se découvrent. Le XVIIIe siècle, c'est véritablement le siècle de la montée en puissance de la Russie, comme puissance véritablement européenne, à partir de Pierre le Grand, mais aussi beaucoup avec Catherine II.
Et les tsars, les tsarines, tournent beaucoup plus résolument le regard vers l'Europe de l'Ouest. Donc, dans toutes sortes de domaines, les Russes s'intéressent à des modèles qui sont générés en Europe de l'Ouest. Ça peut concerner l'administration, l'armée, des domaines techniques, le domaine éducatif. Et c'est à ce moment-là que les aristocrates russes vont aussi commencer à voyager en Europe de l'Ouest pour voir ce qui s'y fait. Et puis la Suisse, elle est dans ce circuit. Alors, elle n'est pas au centre, je dirais. C'est un circuit qui passe par la France, l'Allemagne, l'Angleterre, on va beaucoup à Londres aussi, l'Italie. Mais la Suisse a pas mal de choses à offrir quand même. Vraiment cette idée de la simplicité, de l'harmonie, qui est reliée à la fois à la nature, à l'environnement naturel, mais aussi à l'organisation de la vie sociale. C'est un peu la Suisse des bergers et des bergères. Alors c'est une image qui connaît un grand succès dans toute l'Europe, où la pastorale est à la mode, et qui est largement diffusée par les Suisses eux-mêmes. Il y a tout ce mouvement de l'helvétisme autour de la société helvétique, qui est créée en 1762, et qui nourrit cette image bucolique. Elle est aussi véhiculée dans la littérature de voyage, évidemment aussi avec l'influence rousseauiste, le grand best-seller de Rousseau, voilà, la nouvelle Héloïse, dont l'action se situe au bord du Léman. Il y a les gravures de l'époque, et puis certainement que le tourisme aristocratique, russe en particulier, a aussi amplifié ce mouvement. Alors, je mentionnerai peut-être 2 noms qui ont beaucoup contribué à répandre cette image chez les Russes. L'historienne Danielle Tuzato-Rico. Surtout le premier, c'est Karamzin, le grand poète et l'historien Karamzin, qu'on connaîtra plus tard à cause de sa colossale histoire de l'Empire de Russie en 12 volumes. Karamzin fait ce que beaucoup de jeunes Russes font, il fait un tour d'Europe entre 1789 et 1790. Il a 23 ans, et puis il en profite pour rester 7 mois en Suisse. Alors, ce que Karamzin fait d'important, c'est qu'il tient, comme beaucoup d'autres, un journal de son voyage, mais il le communique régulièrement au journal de Saint-Pétersbourg. Ensuite, il sera publié comme un livre, c'est les fameuses lettres d'un voyageur russe. Et on voit vraiment à quel point la Suisse occupe une place importante dans ces lettres d'un voyageur russe. Alors, je vous raconte juste, parce que je résiste pas, comment, arrivé à Lausanne, Karamzin quitte la ville à 5 heures du matin, nous dit-il, la nouvelle Héloïse de Rousseau à la main. À 9 heures, il est déjà à Vevey, assis à l'ombre des marronniers. Il contemple de loin les cimes rocailleuses de Meillerie, d'où le héros du roman Saint-Preux a voulu mettre fin à ses jours. À Aubonne, Karamzin admire la vue sur le Léman, suivant les recommandations du voyageur tavernier. Et le Mont Blanc produit sur lui une impression vraiment incroyable. Il dit qu'il ne pourra jamais l'oublier et que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment rêvé de venir vivre dans une cabane en Suisse. Je cite « Me voici donc en Suisse », écrit Karamzin, « dans le pays de la belle nature, de la paix et du vrai bonheur. Il me semble que l'air de ce pays a quelque chose de vivifiant. Je respire plus librement, mon corps se redresse, ma tête est plus légère et je me sens fier d'être un homme. » Au milieu du 19e siècle, la Russie est une autocratie. Et c'est le télescopage entre un régime tsariste autoritaire d'un côté et une société profondément inégalitaire de l'autre qui va pousser une jeunesse progressiste à aller chercher de nouveaux modèles d'organisation sociale plus justes chez ces socialistes occidentaux qu'on appelle alors les utopistes.
Alors oui, on peut tout à fait dire que le 19e siècle a été le siècle des utopies. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient juste après la grande commotion qu'a représentée la Révolution française. Éric Honoble, historien, chargé de cours à l'Université de Genève. Et avec cette idée, d'une part, que la liberté doit être accessible à tous et que le progrès de l'humanité n'est possible que si tous les membres de l'humanité, sans distinction de conditions sociales, de genre ou de race, y a accès. Et par exemple, c'est Condorcet qui dit ça. Deuxième aspect de la Révolution française, c'est le fait qu'on a cette impression que ce sont les masses, le peuple qui fait l'histoire et qui peut changer le cours de l'histoire. Donc, il y a cette commotion de la Révolution française et juste derrière, on a la Révolution industrielle qui par contre va faire exploser les inégalités, va précipiter des millions de gens dans une misère noire en les sortant de villages où ils n'étaient pas forcément bien riches mais où il y avait une certaine stabilité pour les précipiter dans un monde totalement instable, imprévisible, avec du chômage, etc. Et c'est à la collision de ces deux phénomènes, l'impact de la Révolution française et l'impact de la Révolution industrielle, qu'un certain nombre de personnes se posent des questions et essayent de bricoler une science de la société pour améliorer les choses et pour se préoccuper, la formule est de l'un d'entre eux, Saint-Simon, de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Et donc il y a trois grands noms qui se dégagent. Saint-Simon avec toute une réflexion sur l'organisation de la production qui va devenir une réflexion chez les gens qui s'en inspirent sur l'organisation du travail. Préoccupation sur l'organisation du travail qu'on retrouve aussi chez Owen, un industriel britannique qui va transformer son entreprise en coopérative, donc qui va partager la propriété avec ses ouvriers. Et aussi chez Fourier, qui lui va se poser la question beaucoup plus généralement sur qu'est-ce qui nous fait tenir en société et comment concilier les passions individuelles avec le bien commun. Le mouvement contestataire russe naît de cette rencontre entre un utopisme né dans les parties les plus développées de l'Europe et une volonté de changement dans le pays qui est le plus arriéré d'Europe. Du coup, il y a une volonté de mise en pratique qui est très frappante chez ces intellectuels russes. Et par exemple, je vous parlais de Fourier qui avait théorisé la communauté ou des Saint-Simoniens dont certains avaient vécu en communauté. Eh bien, c'est quelque chose qui va abondamment se pratiquer parmi les jeunes radicaux russes à partir des années 1860, c'est-à-dire de vivre en commune. Cette exigence va en 1874 aller jusqu'à ce qu'on a appelé la marche au peuple, c'est-à-dire plusieurs milliers de jeunes issus des classes éduquées vont partir à la campagne pour essayer de connaître ce peuple russe dont ils sont socialement et culturellement très éloignés. Et parallèlement à ça, il y a un souci d'éducation. Beaucoup de jeunes contestataires vont s'investir dans l'alphabétisation. Et il y a aussi un souci d'émancipation des femmes, avec au sein de ces groupes contestataires, en particulier de ceux qui vivent en commune, l'idée que la femme doit être considérée comme un individu à part entière. Et ça va, par exemple, jusqu'à la pratique de mariage blanc pour éviter à une femme d'être mariée de force dans son milieu social. Pour observer comment les révolutionnaires exilés de l'Empire russe réfléchissent autour de 1860 au renversement du régime tsariste, revenons à Genève. Genève, où s'implante une première communauté russe au milieu du XIXe siècle et où est construite en 1863 une église orthodoxe russe située à 5 minutes à pied de la cathédrale de la ville. Au sein de cette communauté, on trouve des aristocrates qu'on voit descendre au très chic Hôtel des Bergues de Genève et qui ne cachent rien de leur fidélité à l'Empire, des révolutionnaires exilés et fauchés qui subsistent pour la plupart grâce à des fonds de solidarité,
mais aussi des membres de la noblesse devenus des penseurs influents du socialisme russe. Parmi eux, une figure capitale se détache, Alexandre Herzen. Alexandre Herzen, en 2 mots, il est né en 1812, l'année de l'invasion, de l'arrivée de Napoléon à Moscou. La professeure Corinne Amacher. Donc il est issu de la noblesse, c'est un homme qui va très tôt s'opposer au régime autocratique en Russie, donc il est arrêté dans les années 30, une première fois en 1834, puis ensuite en 1841, puis finalement il va quitter la Russie pour aller découvrir l'Occident avec sa famille. À ce moment-là, il est déjà un écrivain reconnu en Russie, et puis il est déjà socialiste en fait. Et donc en Europe, il est témoin de l'échec des révolutions européennes en 1848, il est très déçu de l'Occident, et donc il va perdre espoir en fait en changement social et politique en provenance de l'Occident, et à partir de là il va élaborer une sorte de socialisme agraire, et considérant que les principes socialistes se trouvent plutôt dans la communauté rurale russe. Donc il arrive pour la première fois à Genève en 1849. Pourquoi ? Parce qu'en fait il doit fuir Paris, où il s'est compromis en participant à une manifestation politique. Alors pourquoi Genève ? Eh bien parce que on va toujours là où on connaît des gens, et que Herzen a fait la connaissance à Paris de James Fazzi, qui est l'homme politique radical qui dirige la République de Genève à cette époque. C'est un homme qui protège les réfugiés, qui afflue à ce moment-là de partout, et donc il réside à Genève. Et puis en 1850, il va refuser en fait d'obéir au gouvernement russe qui lui ordonne de rentrer, et là il va perdre sa nationalité russe. Et puis finalement, en 1852, il s'installe à Londres, où il va publier une revue très très célèbre qui s'appelle La Cloche, et qui va diffuser les idées radicales et révolutionnaires en Russie de façon clandestine. Et puis finalement, il va quitter Londres en 1865, il va s'installer à Genève. Et pourquoi il vient à Genève ? Eh bien tout simplement parce qu'il veut se rapprocher des émigrés politiques russes, qui sont de plus en plus nombreux à venir à Genève pour fuir les répressions qui les touchent en Russie. Donc je dirais que c'est vraiment à partir de ce moment-là, et là on est bien avant l'arrivée des bolcheviks et des marxistes, que Genève commence à devenir au fond le centre de l'immigration révolutionnaire russe. Et ce n'est pas d'ailleurs en hasard, je dirais, si le leader de la jeune immigration va essayer d'organiser un congrès réunificateur à Genève en 1864. L'idée, c'est d'unifier l'immigration politique russe autour d'un centre, mais bon, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, les jeunes radicaux russes, ils trouvent que Herzen est beaucoup trop timoré d'un point de vue politique. Il est un petit peu dépassé déjà pour eux, et il est trop libéral en quelque sorte. Donc il y aura des conflits, des dissensions d'ordre politique, personnel aussi, et puis des dissensions aussi d'ordre financier, parce que Herzen est très riche, et puis les jeunes révolutionnaires qui sont pas riches aimeraient en fait qu'il donne son argent pour la cause, et puis lui évidemment il réagit, disons, un tout petit peu autrement. Nos nouveaux venus estimaient que tout ce que je faisais était insuffisant, et considérait avec indignation un individu qui se faisait passer pour socialiste et qui ne distribuait pas le douvan à des gens qui ne travaillaient pas, mais réclamaient de l'argent. Apparemment, ils avaient un point de vue erroné de la pratique de la charité chrétienne et de la pauvreté consentie, qu'ils prenaient pour du socialisme pratique. Alexandre Herzen, Passé et méditation, Lausanne, l'âge d'homme, 1981. Afin de poursuivre ce récit, il est à présent un mouvement politique que l'on doit impérativement présenter, l'anarchisme. L'anarchisme, qui se structure au milieu du 19e siècle en Suisse, et va, durant plusieurs décennies, constituer une avant-garde révolutionnaire majeure partout en Europe. Ouais, c'est clair. Parce que c'est beau. Vous avez vraiment un havre de paix. Vous faites pousser quoi ici ? Un peu de tout, mais cette année, il y a essentiellement des petits pois et des haricots. Et puis quelques côtes de bêtes. Ouais. Alors nous sommes au Syrah,
la bibliothèque du Centre international de recherche sur l'anarchisme à Lausanne. C'est une association qui a été créée il y a plus de 60 ans et qui avait une ambition planétaire au départ, intergalactique, de réunir tout ce qu'on pouvait trouver comme documentation sur l'anarchisme. Marianne Henkel, historienne, éditrice, essayiste libertaire. L'anarchisme, c'est une pensée politique qui fait pas de politique. C'est-à-dire qui fait pas de politique au sens traditionnel du terme, qui refuse de participer aux élections, aux votations, au gouvernement, etc. L'anarchisme se distingue des autres justement par ce refus de la politique traditionnelle, par sa passion de la liberté, sa passion de l'égalité et son instinct de révolte permanent contre les institutions, contre toute forme de domination, essentiellement de l'État, du capital, mais aussi de la famille, du genre, de la race. Au 19e siècle, la Suisse était assez généreuse dans l'accueil de révolutionnaires ou de subversifs étrangers, les Russes, des Italiens, les réfugiés de la Commune de Paris. Ça a permis d'avoir des gens qui réfléchissaient, qui discutaient, qui échangeaient entre eux. En même temps, il y avait un mouvement dans l'arc jurassien, les montagnes neuchâteloises et le vallon de Saint-Imier essentiellement, où ces idées progressent et ces pratiques progressent aussi. Et puis, à un moment où il y a une rencontre entre les gens qui ont qui ont réfléchi, qui ont écrit, qui savent parler, et les ouvriers qui sont pas beaucoup sortis de leur vallon. Et puis, ces ouvriers, ils ont lu quelques trucs, ils ont quelques journaux, ils discutent entre eux, mais ils rencontrent ce révolutionnaire auréolé de prestige. Et là, c'est vraiment cette rencontre qui fait qu'il se passe quelque chose, qu'on décide vraiment de radicaliser la lutte, de l'ancrer en milieu ouvrier et de réfléchir ensemble à quoi ça peut devenir. Parmi ces vallons, il y a Saint-Imier, un bout du monde jurassien qui va acquérir un statut de mecque du mouvement anarchiste après qu'un congrès s'y organise les 15 et 16 septembre 1872. Congrès durant lequel se décide la fondation de l'Internationale anti-autoritaire, à sa tête, Michel Bakounine. Alors Michel Bakounine, comme la plupart des personnes, je pense, dont vous parlerez au cours de ce podcast, c'est un enfant de l'aristocratie russe. L'historienne et éditrice Marianne Henkel fait des études, notamment des études de philosophie, qui a participé à ces cercles d'étudiants où on discute, où on réfléchit, où on s'oppose évidemment au tsar, aux familles, au servage, etc. Et assez jeune déjà, il va, comme beaucoup d'autres aussi, il sera en Allemagne pour étudier auprès des philosophes allemands. Et il commence aussi à réfléchir un peu plus politiquement. Il rencontre Proudhon, il rencontre Marx. Et puis, en 1848, il y a toute cette série de révolutions en Europe qu'on a appelée le Printemps des peuples, qui est plutôt pour l'émancipation nationale, mais qui a souvent des projets de changement social et de renouvellement des sociétés, qui est très fort, qui est plein d'espoir énorme. Et là, Bakounine, qui est à Bruxelles, va d'abord à Paris, en partie à pied parce que les transports marchent pas. Ensuite, il va retourner en Prusse, il va à Prague, à Dresde, il se fait arrêter. Et bientôt, il se fait aussi extrader vers la Russie qu'il réclame pour menées révolutionnaires diverses. Et il va passer plusieurs années en prison en Russie. De là, il sera exilé en Sibérie, et c'est de Sibérie qu'il va s'évader et faire le tour du monde, Japon, États-Unis, Angleterre, pour finalement arriver en Europe. Après quelques errances, il s'installe à Genève, parce qu'il sait que là, il y a des choses qui sont en train de se faire. Notamment,
il y a l'Association internationale des travailleurs, qu'on appelait la première internationale, qui s'est constituée en 1864, qui regroupe au départ tous les mouvements ouvriers possibles et imaginables. Ça peut être des syndicats réformistes, ça peut être des petits groupes révolutionnaires. Et petit à petit, il y a des courants qui se font jour, qui sont assez opposés les uns aux autres, et notamment celui qu'on a un peu rapidement qualifié de débat entre Marx et Bakounine. Pour Marx, il est important que les ouvriers s'organisent en partis politiques pour renverser le régime existant. Donc c'est par la participation aux élections, à des gouvernements, en prenant le pouvoir, qu'on pourra, un jour ou l'autre, abolir le pouvoir. Tandis que pour Bakounine, c'est vraiment totalement rédhibitoire. Pour les anarchistes, c'est à la base qu'il faut se constituer en sections de métiers ou de régions, en communes, et puis fédérer ces différents syndicats ou communes petit à petit et échanger entre les fédérations. 1867, année du Congrès de la paix et de la liberté. Bakounine s'installe près de Genève pour se rapprocher, comme Alexandre Herzen, de la jeune émigration révolutionnaire russe. Et parmi ceux-là, il fait la connaissance d'un autre révolutionnaire russe, nihiliste, dur à cuire, menteur et dangereux comme pas croyable, Sergueï Nechaïev. Alors, sur Nechaïev, il est né en 1847, il est un révolutionnaire radical en Russie, il fait partie de la frange la plus radicale dans les années 1860. Corinne Amacher. Alors, c'est un mystificateur, c'est un manipulateur, c'est un menteur, et donc c'est un sale type, on peut le dire comme ça, mais qui influence énormément les gens. Il a un don de persuasion assez extraordinaire. Et donc, en 1869, il fait courir le bruit de son arrestation. En janvier 1869, en avril, il est à Genève, où il va se faire passer pour le représentant d'un comité révolutionnaire russe secret échappé de la forteresse de Saint-Pétersbourg. Alors, Nechaïev n'inspire aucune confiance à Herzen. Par contre, il va gagner la confiance de Bakounine et d'Ogarev. Et c'est d'ailleurs eux qui vont contribuer à octroyer à ce jeune homme, Nechaïev, si vous voulez, l'audience, la caution qu'il recherchait dans le milieu révolutionnaire russe, mais aussi international. Et donc, ils vont, pendant son séjour à Genève, vont publier avec lui des proclamations, des tracts, des brochures. Le document le plus célèbre, mais ça c'est Nechaïev qui l'écrit, c'est le catéchisme du révolutionnaire. C'est un texte qui appelle à la création d'une organisation révolutionnaire disciplinée. Premièrement, le révolutionnaire est un homme condamné d'avance. Il n'a ni intérêt personnel, ni affaires, ni sentiments, ni attachement, ni propriété, ni même de nom. Tout en lui est absorbé par un seul intérêt, une seule pensée, une seule passion, la révolution. Deuxièmement, au fond de lui-même, non seulement en parole mais en pratique, il a rompu tout lien avec l'ordre public et avec le monde civilisé, avec toute loi, toute convention et conditions acceptées, ainsi qu'avec toute moralité. En ce qui concerne ce monde civilisé, il en est un ennemi implacable, et s'il continue à y vivre, ce n'est qu'afin de le détruire plus complètement. Troisièmement, le révolutionnaire méprise tout doctrinarisme. Il a renoncé à la science pacifique qu'il abandonne aux générations futures. Il ne connaît qu'une science, celle de la destruction. C'est dans ce but et dans ce but seulement qu'il étudie la mécanique, la physique, peut-être la médecine. C'est dans ce but qu'il étudie jour et nuit la science vivante des hommes, des caractères, des situations et de toutes les modalités de l'ordre social tel qu'il existe dans les différentes classes de l'humanité. Quant à son but, il n'en a qu'un, la destruction la plus rapide et la plus sûre de cet ordre abject. Nechaïev, extrait du catéchisme du révolutionnaire.
septembre 1869, Nechayev est de retour en Russie. Il a avec lui une lettre de recommandation de Bakounine, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et à Moscou, il crée une société secrète. Cette société secrète s'appelle la Vindicte populaire, donc en russe Narodnoya Rasprava. Et les membres de cette société sont pour la plupart des étudiants d'une école d'agriculture de Moscou qui sont soumis à un comité central, mais en fait c'est un comité central qui est constitué du seul Nechayev. Et donc, il est fidèle à ses méthodes, il fait croire à ses camarades qu'il existe en Russie de très nombreuses ramifications de la Vindicte populaire, mais un des membres du groupe, qui s'appelle Ivanov, va essayer de s'opposer aux méthodes autoritaires de Nechayev. Que va faire Nechayev? Il va l'accuser de trahison et il va déclarer aux autres membres que Ivanov a été condamné à mort par le comité central. Et en novembre 69, Ivanov est assassiné par Nechayev et 3 de ses camarades. Et en décembre, on découvre le corps d'Ivanov, la police découvre le corps d'Ivanov, ses compagnons sont arrêtés. Nechayev, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à fuir et il quitte la Russie. Et donc, c'est d'ailleurs ce crime qui est au fond réalisé, je dirais, afin de souder un petit groupe de révolutionnaires conformément aux idées qui sont exprimées dans le catéchisme du révolutionnaire de Nechayev, qui a servi de fondement à Dostoïevski pour l'écriture de son roman Les démons. Donc, Nechayev, pendant plus d'une année, il est à Londres, à Paris, et puis évidemment, il vient en Suisse, et il se fait passer en Suisse pour le représentant du mouvement révolutionnaire en Russie. Bakounine, Ogaryov continue à le soutenir, mais finalement, ils comprennent qu'ils ont affaire à un mystificateur, et puis trop de mensonges, trop de provocations, trop de chantage. Bakounine, en été 1870, il va rompre avec Nechayev. Finalement, Nechayev est arrêté en août 1872, il est extradé, donc transmis au gouvernement russe. Alors, dans la colonie politique russe, on considère qu'il faut protéger Nechayev. Pas parce qu'on est d'accord avec lui, mais le principe, c'est qu'on doit être solidaire entre révolutionnaires. Mais Nechayev, il est arrêté à Zurich, il est quand même extradé, et s'il l'est, c'est parce que c'est un criminel de droit commun. Épilogue. Nechayev sera transmis au gouvernement russe et condamné à 20 ans de travaux forcés. Il mourra dans une forteresse en 1882. À cette date, les mouvements révolutionnaires présents en Suisse s'apprêtent à entrer dans une nouvelle séquence de leur histoire, dynamisée par l'arrivée d'une nouvelle génération de révolutionnaires qui fuient les répressions du pouvoir russe et parmi lesquels on trouvera un certain nombre de femmes. C'est la différence avec les années 1860. Les milieux de l'émigration révolutionnaire russe étaient alors principalement, sinon exclusivement, masculins. Il faut quand même se rappeler qu'en Russie, les premiers cercles radicaux qui émergent sont des cercles d'hommes. La professeure Corinne Amacher. Mais en fait, je dirais que les cercles politiques, ils reflètent la société russe dans son ensemble. C'est une société patriarcale, comme c'est le cas dans toute l'Europe. Et donc ça se retrouve. Alors je dirais que ça commence lentement à changer au début des années 1860, parce que là, le servage est aboli en Russie en 1861. Il y a de nombreuses réformes qui sont réalisées. Et dans les milieux progressistes, on va commencer, à discuter d'une réorganisation complète de la société tsariste. Et c'est là que la question de l'émancipation des femmes, elle rentre en fait, elle s'invite en quelque sorte dans les débats. Des femmes vont aussi commencer à se battre pour obtenir le droit d'étudier, de voyager, bref, d'être indépendantes. Mais cela prend un peu de temps. Et évidemment, quand les premiers révolutionnaires arrivent dans les années 1860 en Suisse, l'écrasante majorité, ce sont des hommes, parce que d'abord, ils viennent seuls, ils sont jeunes, ils n'ont pas d'enfants. Donc moi, je dirais que ça va changer à partir des années 1870 et quand on aura une vague de femmes russes qui va arriver à Zurich pour étudier. Ces femmes russes, venues étudier en Suisse par centaines, c'est d'elles dont il va être question dans le 2e épisode de cette série. Un épisode où on verra comment les universités de Zurich et de Genève ont été les premières en Europe à accueillir des femmes, parmi lesquelles une diaspora d'étudiantes issues de l'Empire russe. Des femmes qui allaient se politiser
et prendre intensément part à l'activité révolutionnaire alors en plein bouillonnement en Suisse. Parmi elles, Sofia Bardina, dont nous retracerons la trajectoire exaltée et tragique. C'était Que tombe le Tsar, une série documentaire podcast Chahut Média conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amacher. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Musique originale Léonie Pernet. Lecture Pascal Vachou et Thierry Joran. Le mixage est d'Alan Mantilleri. Prise de son studio All Sound. Cette série a été rendue possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du fonds Mécénat SIG, de la ville de Genève et de la commune de Carouge. Un remerciement tout particulier à nos partenaires, Maison de l'Histoire, Unité de Russe de l'Université de Genève, Bibliothèque de Genève.